au dernier speaker, qui est Hugo Roux, qui représente aujourd'hui, qui est Senior Microbiome Scientist chez l'OSAFRE, qui a un champ d'activité très très large, très ambitieux, très impressionnant en termes de développement ces dernières années. Alors, la formation d'Hugo, elle colle exactement au Next Step, puisque Hugo a fait sa thèse au Luxembourg Center for System Biology, un des centres de System Bio avec celui des US, en fait, à Seattle, avec lequel on travaille aussi, nous, dans notre cas. Donc, on connaît la performance des gens qui travaillent là-bas. Hugo a, dans les années précédentes, avant de rejoindre le SAFRE, a travaillé avec Metagenopolis à l'INRAE sur la caractérisation des microbiotes intestinaux en lien avec la nutrition. Donc, on revient sur les thématiques qui ont été évoquées dans les talks précédents. Et puis aujourd'hui, il est Senior Microbiome Scientist dans l'équipe Discovery avec un focus de l'OSAFRE, avec un focus sur l'innovation en lien avec la nutrition et la santé. Merci. Merci pour ta présentation. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci donc à Adama et son équipe pour du coup l'invitation pour vous parler de ce sujet-là, qui est en fait un sujet que j'ai réalisé il y a 10 ans au cours de mes travaux de thèse, mais qui, je pense, du coup résonne assez bien sur les jumeaux numériques et ce qui nous rassemble aujourd'hui ici. Du coup, voilà, c'était au moment où j'ai fait ma thèse au Luxembourg Center for System Biomedicine, dans l'équipe du professeur Wilmès. Donc, je vais vous présenter l'identification de fonctionnalités clés dans un réseau métabolique microbien, donc à l'échelle de la communauté. Et voilà, ça fait vraiment bien le pendant avec l'intervention de Sandrine, et je la remercie pour son introduction. Et du coup, je vais juste commencer par présenter un petit peu les activités du groupe Le Safre, qui sont spécialisées dans la fermentation, la vente de ferments et ses dérivés, donc dans la panification, mais également du coup sur bien-être et santé des plantes, des animaux, des humains, et également des plateformes de biotechnologie industrielle pour identifier par exemple les bons extraits de levure pour faire pousser les micro-organismes comme les prototypes de 3e génération, la possibilité d'utiliser la levure également pour réaliser du biofuel, et tous les business units qui sont liés au goût et plaisir dans l'alimentation, donc bien sûr l'utilisation de levure pour les boissons fermentées et également tout ce qui est apport du gustatif dans l'aliment. Donc c'est le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été publié en 2015 et donc du coup le but était de proposer le concept de Keystone Genes. Donc comme l'a introduit Sandrine, on s'intéresse ici à la fonction et on remonte après au micro-organisme clé, le Keystone Strain, et donc de le faire dans le processus de fonctionnalité clé dans le réseau métabolique reconstruit à l'échelle de la communauté. Et en fait, ça va un petit peu de pair avec ce que voulait réaliser le labo à l'époque et Human Microbiome Function Matter, et qu'au-delà d'une liste de micro-organismes d'importance dans le microbiome intestinal, on devait plutôt parler d'une liste de gènes avec les fonctions les plus recherchées. À l'époque de la publication de ces travaux, et ça c'est pour l'anecdote, il y avait le fameux Reviewer 2 qui me posait la question: quel intérêt de définir Keystone Genes puisque la validation du modèle dépend de l'inactivation d'un même gène chez plusieurs membres de la communauté microbienne, ce qui est impossible. Et j'ai été ravi de voir publier cette publication-là tôt cette année sur la capacité aujourd'hui de certains scientifiques par des méthodologies CRISPR-Cas9 de modifier avec succès des gènes au sein de plusieurs membres d'une communauté microbienne. Donc voilà, comme l'a rappelé Sandrine, si aujourd'hui les Keystone Species, c'est difficilement, on peut difficilement imaginer les retirer d'un écosystème, peut-être les phages seront la solution de demain. En tout cas, pour les Keystone Genes, la solution existe. Donc pour faire le lien également avec la présentation de Sandrine, donc l'identification en fait d'une espèce keystone au sein d'un écosystème microbien sur la base de l'inférence des réseaux de co-occurrence bactérienne, et donc du coup les abondances relatives des bactéries qui varient, plus les liens écologiques qui peuvent exister entre ces micro-organismes, peuvent penser à la construction de réseaux de co-occurrence en fait, où là vous avez typiquement l'exemple d'un hub, d'un keystone species en rouge,
qui est considéré comme keystone species par des mesures topologiques, considérées par un haut degré des nœuds et une importance aussi de la centralité, betweenness centralité, qui sont des mesures topologiques que l'on réalise pour caractériser en fait une keystone species dans un écosystème. Et donc c'est aussi un impact fort sur la communauté. Les biais, et ça a été déjà discuté sur l'intervention précédente, c'est dans la mesure dont les interactions écologiques entre les espèces façonnent leur abondance, reste un sujet de débat. Il y a quelques corrélations fallacieuses qui peuvent être réalisées, pouvant affecter l'interprétabilité des données. Et aussi, la présence d'un micro-organisme ne prouve pas leur activité. Donc, très rapidement, sur les stratégies pour la construction des réseaux métaboliques de communautés microbiennes, aujourd'hui, il en existe 3. La première, qu'on appelle modélisation dynamique multi-espèces. Donc là, c'est vraiment sur la base de ce qui a été réalisé à l'échelle des génomes. Modèle métabolique à l'échelle du génome, ce qu'on appelle le GEM, dans une interaction dynamique et qui tient compte de la cinétique, en fait, et qui va calculer des flux entrant, sortant, et qui a pour but réellement de conceptualiser la production d'un produit vis-à-vis de la consommation d'un substrat et les interactions également qu'il existe entre ces deux espèces. Et donc, c'est des réseaux compartimentés. Donc là, vous avez un schéma en A. En B, vous avez aussi un deuxième mode de caractérisation, de construction de ces réseaux, qui est en fait des modélisations compartimentées du réseau, où en fait, là, pour le coup, les espèces présentes dans un écosystème sont dans un compartiment. Et en fait, on mesure les activités inter- et intra-compartimentales qui sont supposées dans un état quasi stable. Et comme le modèle A, pour pouvoir réaliser la mesure des flux dans un modèle contraint, on part du principe que le modèle est stable, donc qu'il interdit en fait la croissance des micro-organismes. Le modèle que je vous présenterai aujourd'hui, c'est un modèle qui s'appelle Mixed Bag ou soupe de gènes en français. Donc c'est un moyen en fait de traiter une communauté microbienne comme un supra-organisme, donc sans tenir compte en fait de la compartimentalisation liée à l'espèce. Et donc on ignore en fait ces limites-là. Et donc, elle est utilisée pour analyser les interactions typiquement environnement-communauté. Et elle a besoin de séquences profondes associées au métagénomique shotgun pour la caractérisation des écosystèmes microbiens. Donc, pourquoi identifier ces communautés? Donc nous, le modèle, c'était un modèle des bouts de stations d'épuration des eaux usées, parce qu'avant de travailler sur le microbiote intestinal pour le développement de méthodologie, c'est intéressant de pouvoir en fait avoir accès illimité à ce type d'environnement, où on s'intéressait dans mes travaux de thèse à la production de biofuel via la valorisation des bouts de stations d'épuration des eaux usées, des boues flottantes qui sont composées de micro-organismes qui ont la capacité de fixer les lipides présents dans les eaux usées. Donc il y a une variation importante, une saisonnalité assez importante. En automne, avec les températures assez hautes de l'eau, on a cette création d'îlots en fait microbiens de boues de stations d'épuration des eaux usées. Et en fait, donc là, on est à la surface d'un réacteur de traitement des eaux usées biologiques. Et en hiver, avec les températures qui refroidissent, ces micro-organismes comme Microtrix parvicilla, bien connus des ingénieurs de traitement des eaux usées, poussent plus vite. Et donc du coup, vous avez une map de boues de stations d'épuration des eaux usées qui se crée, et une capacité du coup bien plus importante de l'écosystème à stocker les lipides, et donc du coup une meilleure valorisation en biofuel. Et donc on a cherché à comprendre dans ce sujet de thèse pourquoi en fait au-delà des températures, quels étaient les gènes impliqués dans cette recrudescence de bactéries avec la capacité de stocker des lipides. Et pour ça en fait on a développé une approche pour l'étude des biologies des écosystèmes qui a été publiée il y a près de 9 ans maintenant, où en fait à partir d'un échantillon unique on va pouvoir en fait au lieu de compartimentaliser les extractions des biomolécules, réaliser l'ensemble de l'extraction des biomolécules de façon séquentielle à partir d'un échantillon unique, ce qui permet en fait après lors de l'analyse des données et l'intégration des données omiques de pouvoir en fait être certain de parler du même écosystème et donc de pas être biaisé par l'hétérogénéité en fait de la majorité des écosystèmes microbiens. Et pouvoir donc du coup développer des modèles qui nous permettent donc des modèles de réseau métabolique basés sur les gènes pour résoudre les capacités métaboliques des organismes sans dimension à l'espèce. Donc c'est comme ça qu'on définit nous dans cette publication le Keystone Genes. Donc c'est
par analogie vraiment à ce qui a été présenté par Sandrine tout à l'heure. C'est vraiment une position topologique particulière qui est là, à la différence de Keystone Species, caractérisée par un degré assez bas au niveau de l'approche de la caractérisation topologique du gène dans le réseau. Donc vous avez les gènes qui sont des nœuds et les métabolites qui sont représentés par des liens d'association entre ces gènes. Et également au niveau de l'attribut du nœud, un taux d'expression assez haut, puisqu'on a aussi la mesure du transcrit. Et donc on identifie les fonctionnalités clés métaboliques, reconstruit à l'échelle des communautés, et on la retrace jusqu'aux membres de la communauté qui les code en fait, aux membres de la communauté qui les code. Donc expression relative génétique élevée, position topologique importante. C'est un peu le concept de load point qui avait été caractérisé par Alam et Schanburg en 2006 dans la revue Bioinformatique, où en fait ce load point c'était un nœud d'intérêt, un gène d'intérêt dans les réseaux métaboliques d'un micro-organisme. Et donc le but, c'est comme un petit peu la définition du Keystone Species, c'est que la perte de tel nœud entraînera une manque de connectivité dans le réseau, ce qui impactera considérablement la communauté et dans sa fonctionnalité en fait. Donc là, c'est un petit peu une description de l'approche d'analyse bioinformatique. Donc ça parlera vraiment qu'aux experts, je pense, mais in fine, on parle du coup de l'ADN, de l'ARN, du séquençage des protéines. On utilise du coup assemblage réalisé à partir d'ADN et d'ARN pour en fait mapper les rides individuelles issues de l'ADN et de l'ARN sur ces assemblages-là, qui sont des catalogues de référence pour en fait faire de la notation des gènes, que l'on veut être la notation des gènes orthologues. Et en fait, on utilise aussi des bases de données protéiques pour faire l'identification des protéines codées. Et ensuite, en fait, grâce à KEGG, on va pouvoir lier en fait le gène orthologue à son numéro de réaction. On se débarrasse aussi de tous les cofacteurs type ATP, etc. de réaction pour réaliser une table en fait qui associe un gène avec sa réaction, ses composants substrats produits les plus importants dans ces réactions-là, pour en fait associer deux chaos à partir de là où ils partagent un substrat et un produit. Donc c'est un réseau non dirigé et bien sûr non contraint. Et donc, ça nous permet de la réalisation de ces réseaux-là en automne ou en hiver dans les bouts de stations d'épuration des eaux usées. Et en fait, on peut voir, si on retrace un petit peu les réseaux métaboliques des MAP connus, type benzoate dégradation, cystéine et méthionine métabolisme, la biosynthèse des acides gras. On peut voir un petit peu où les nœuds se situent. On peut voir une proximité de ces gènes-là dans la construction du réseau métabolique. Donc on l'a intégré en fait dans ce réseau-là la donnée génomique, la donnée transcriptomique et la donnée protéomique. Et vous voyez ici en fait sur un code couleur et une taille des nœuds la proportion des gènes à réellement être exprimés dans l'écosystème. On a aussi réalisé la mesure quantitative des gènes orthologues sur la base de la reconstruction des contigues et le map de ces rides visées dans ces contigues-là pour en fait pouvoir quantifier l'abondance des gènes orthologues dans le système. Ce qui nous a permis, en fait, en combinant ces deux mesures, à pouvoir identifier des gènes clés dans ces réseaux métaboliques, en prenant en compte la position topologique dans le réseau, mais également l'expression du gène. Et donc, il s'est avéré que ces gènes étaient tributaires en fait de micro-organismes qui étaient en effet clés dans l'accumulation des lipides au sein de l'écosystème. Et donc voilà pour la conclusion, pour aller assez vite puisqu'il me reste, je suis à la fin de mon temps. Le take-home message, c'est la fonction d'abord, les taxons ensuite, parce que la fonction est importante pour l'écologie microbienne. Les perspectives à donner, ça peut être aussi l'interaction des micro-organismes, en fait, en mappant les nœuds et les gènes propres à un organisme et avec une interaction supposée, on peut identifier en fait des motifs d'interaction métabolique précis. Et on peut aussi faire de l'interaction cellules-hôtes micro-organismes, du fait que les nœuds en fait à la périphérie du réseau métabolique pourraient être des motifs d'interaction avec les cellules hôtes. Et pour finir, je vous présente ici ce projet Metapass qu'on a réalisé, qu'on réalise en ce moment chez le SAFRE, financé par la BPI, qui a pour but de modéliser en fait l'écosystème levain, donc levure et bactéries lactiques, pour mieux en fait maîtriser sa contribution sur les aromatiques et la texture des pains.
Et je finis avec les remerciements de labos qui ont contribué à ce travail que je vous ai présenté, qui a été réalisé il y a 8 ans. Merci beaucoup. Merci Hugo. Alors, je regarde Jonathan, parce que je ne sais pas du tout où on en est au niveau du timing. À quelle heure on devait terminer? Une ou deux questions? Ok, ouais. Ok, ouais. Luigi? Et vraiment, c'est un super bon travail. Je me demande, dans les données de métagénomique et métatranscriptomique que vous avez récupérées, combien de gènes à fonction inconnue vous avez, ou déjà où c'est vraiment difficile à trouver ouais, ça répondra peut-être un petit peu à la question du sécrétome qu'on se posait à la dernière session. Pour répondre à la question, on est toujours biaisé par les bases de données et justement de la présence de gènes dans ces bases de données. Donc on n'est pas en capacité aujourd'hui de pouvoir donner un chiffre sur la représentativité de combien dans un écosystème ou même dans un micro-organisme, de combien de ces gènes sont transcrits, à quel moment, etc. Malgré tout, voilà, les chiffres, nous, c'était, il y avait que 30%, disons, il y avait 60% des gènes présents à l'échelle de la communauté, hein, donc en se débarrassant de l'espèce qui était exprimée. En termes de orthologue, un gène orthologue, donc gène qui code pour des fonctions similaires chez des membres différents. Et par contre, là où c'était assez stupéfiant, c'est pour les protéines, où on descendait à quasiment 30%. Et là, on peut clairement poser la question de la représentativité dans les bases de données protéines, qui sont assez faibles aujourd'hui. Et je pense que pour le protéome, c'est aussi un problème de technologie. On n'a pas le même gamme dynamique que pour la transcriptomique, pour la génomique, donc et probablement même pour la métabolomique, on peut trouver beaucoup de métaboliques. Encore moins, c'est pour ça qu'on fait des réseaux. Justement, merci. Une autre question de ce côté, non? Je vais en poser une, je vais en profiter pendant qu'il y a un tout petit trou. Et puis, j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez commenter la valeur ajoutée de données dynamiques dans un contexte où quand on a un seul data point, on se pose toujours la question à savoir est-ce qu'on est sur un effet secondaire métabolique ou vraiment sur une explication d'un shift métabolique de la communauté, ou est-ce qu'on est sur une cause initiale et aussi donc en gros toutes les interactions cause versus conséquence quand on veut expliquer les interactions dans un network, par exemple. Donc c'est très intéressant et il faut en fait étudier les écosystèmes de façon dynamique parce que ça nous permet de répondre bien sûr à beaucoup de questions. Voilà, c'est connu, mais l'ensemble des scientifiques appellent à justement faire du dynamisme et vraiment de pouvoir réaliser du longitudinal. Et c'est très important de pouvoir le faire parce que ça nous permet de faire beaucoup de choses, que ce soit dans des constructions de réseaux de co-occurrence où il faut faire du longitudinal pour pouvoir en fait être certain de l'association et de la co-occurrence de micro-organismes. Il est de toute façon important d'avoir des thresholds et des seuils qui limitent à un nombre minimum d'échantillons et d'avoir aussi des liens des mesures de diversité entre les écosystèmes qui soient minimum, parce que si c'est des écosystèmes trop similaires, on va pas pouvoir forcément intégrer ces co-occurrences. Et dans les compréhension des écosystèmes au niveau métabolique, pareil. Je pense que là, voilà, nous, on a une saisonnalité, et donc du coup, on a voulu faire des réseaux métaboliques pour mieux comprendre cette saisonnalité dans l'évolution de l'écosystème microbien. Et c'est important de le faire dans toute étude qu'on réalise sur les microbiomes. Cette temporalité est en effet extrêmement importante pour pouvoir mieux interpréter les données. Merci. Je vous promets, on s'était pas mis d'accord. Hein. On s'était pas aligné avant cette présentation. Merci. Je crois qu'on a terminé.